Bonjour, Jan Tilnon. Nous nous retrouvons devant votre galerie européenne et brésonne, Karl Heinz, pour une occasion bien triste. Et le moment pour vous d'évoquer quelques souvenirs à la fois juridiques et humanistes. Oui, à propos de Henri Leclerc, cet avocat qui fut mon conseiller il y a plus de 50 ans, lorsque j'étais au PSU avec lui, au PSU de Michel Rocard. C'était en 71-72 que j'étais soupçonné d'appartenir au FLB comme instructeur des explosifs au FLB, Front de Libération de la Bretagne, en tant qu'autonomiste breton et ancien du génie de la Légion, le génie étant spécialisé dans la pratique des explosifs. J'étais à Mururoa, Ao, Fangatofa, Totejeji dans le Pacifique, côté de Tahiti. Et j'ai été plusieurs fois à la suite de cela en garde à vue. Et heureusement, Henry, je dis Henry parce que je lui avais dit à Maître Leclerc que son nom en breton voulait dire vieux roi, ancien roi. C'est ça que je dis, c'est une grosse perte. Henri Leclerc est décédé il y a 2 jours. Le roi est mort, le roi des avocats de Paris. Vive le roi! Mais je ne sais pas qui pourra prendre sa succession comme avocat aussi brillant que lui, comme on dit, comme ténor du barreau. Car maître Henri Leclerc avait cette particularité d'associer une parfaite connaissance du droit et en même temps d'être un excellent orateur, un roi de la rhétorique. Il était un homme de parole qui avait une voix charmante, magnifique, qui laissait l'impression d'un homme très doux, très gentil, tout en étant autoritaire et très efficace. Ce qui est très rare aujourd'hui, car la parole ne compte plus beaucoup. C'est surtout tout ce qui est mécanique qui remplace le psychique. Et comme on dit en français, le verbe est divin. Et lui était un grand inspiré quand il plaidait. On dit même qu'il avait certainement un ange qui se posait sur son épaule pour lui dicter, comme Socrate écoutait son daimon avec sa main sur l'oreille. Oui, je l'ai donc rencontré surtout dans les années 1970. C'était la grande époque de l'ébullition et de la ferveur de la génération du baby-boom, qui était révolutionnaire suite aux événements de mai 1968, lorsque il y eut à peu près 10 à 12 millions de salariés en grève, suite à des grèves qui avaient commencé déjà fin 1967, et suite au torpillage de ces grèves par la CIA qui avait manipulé beaucoup les étudiants du quartier latin pour détourner un esprit révolutionnaire des salariés français vers un carnaval boulevard Saint-Michel. Donc le flambeau révolutionnaire des salariés en grève a été repris par pas mal de groupuscules de jeunes ensuite qui étaient maoïstes, trotskistes ou socialistes, comme nous l'étions au PSU. Et même à l'opposé, il y a eu beaucoup de nationalistes qui se sont retrouvés à Ordre Nouveau,
D'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que des jeunes qui se retrouvaient à Ordre Nouveau ou du côté des maoïstes et des socialistes se permutaient parce qu'ils ne savaient pas très bien quoi penser et où militer à l'époque. Et comme fédéraliste et, et de gauche et de droite, je dis aussi que je suis et socialiste et nationaliste en tant qu'autonomiste breton, fédéraliste français et européen. C'est pour ça que certains gros malins plaisantins m'ont accusé d'être national-socialiste, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'appelle l'harmonie symphonique des différences. Mais pour qu'il y ait harmonie, encore faut-il qu'il y ait des différences. Ces différences que veulent absolument uniformiser, détruire le pouvoir, les pouvoirs financiers mondialistes, car seules les communautés homogènes sont dangereuses, peuvent se révolter, car elles sont en communion. Dans le mot communion, il y a union, union de ce qui est commun. Comme dans l'Église catholique romaine, on fait sa communion avec l'Esprit, avec le divin. La communauté fait communion avec son héritage historique, linguistique, économique, géographique. C'est un héritage global qui est la propriété de chaque individu à sa naissance dans un peuple spécifique, avec un destin historique, comme je le dis, archéo-futuriste, puisque le présent est l'héritage du passé, comme le futur est l'héritage du présent. C'est ce qu'on appelait dans l'Emzao en Bretagne, le capital historique à faire produire dans l'histoire comme tous les autres capitaux, pour redevenir un peuple créatif, artistique, historique. Oui, mais je lui disais à Henri Leclerc que c'est justement, il faut être réaliste, c'est justement la République centraliste jacobine qui a détruit, comme le montre le résultat actuel, les cultures des peuples de France en les déracinant pour les métisser, les amalgamer aux Africains et aux Maghrébins, tous devenant esclaves du salariat par le pouvoir marchand. Et ce n'est pas en renforçant ce pouvoir centraliste, mais en le remplaçant par un pouvoir fédéraliste, en donnant l'autonomie aux régions différentes de France, qu'on pourra envisager une renaissance de la France détruite par la République française actuelle du centralisme imposé depuis la révolution matérialiste. C'est ce que j'avais fait remarquer à Henri Leclerc lors d'une rencontre rue Jean Dolent à la Ligue des droits de l'homme, comme je lui avais fait aussi remarquer que le grand intérêt du pouvoir financier, du pouvoir bancaire sur les prolétaires, c'était d'imposer des Africains, des Maghrébins aux Européens pour éventuellement déclencher des guerres civiles raciales en transformant d'éventuelles luttes de classe qui remettraient donc le pouvoir financier, économique, politique en lutte de race pour faire se battre entre eux les gens dominés dans une servitude acceptée pour le moment.
C'est bien pour ça que aujourd'hui, par ce qu'on appelle les ONG financées par Rothschild, George Soros, BlackRock, etc., font venir des dizaines et même des centaines de milliers de déportés africains déracinés par avion. Il suffit d'aller sur place à Orly et à Roissy pour se rendre compte, tout en nous montrant à la télévision quelques malheureux désespérés sur des canaux pneumatiques pour apitoyer la population, ici même. Mais ce qui était sûr, remarquable, c'était la remise en question du système marchand, du libéralisme de la société de consommation américaine imposée en France et en Europe pour faire de l'homme une simple marchandise sur le marché du travail, avec un pouvoir post-gaulliste, avec Pompidou en France qui était président de la banque Rothschild depuis les années 50 et qui avait fait passer une loi le 3 janvier 1973 pour empêcher la Banque de France de prêter à 0% à l'État français et aux grosses entreprises, ce qui était tout à fait emblématique. Au fil des années 70, suite au PSU, donc avec Henri Leclerc et Michel Rocard, moi je faisais partie aussi de l'OJTR, l'Organisation des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires, qui avait un journal qui s'appelait 4 millions de jeunes travailleurs. Et nous avons publié avec Dominique Blanc, mon camarade à l'époque, le militantisme, stade suprême de l'aliénation. C'était une critique ironique du militantisme marxiste-léniniste bolchevique. Et ensuite, Un monde sans argent, le communisme. J'avais publié ça en 3 brochures. La première avec un chef indien Sioux qui m'était très cher, Sitting Bull. La deuxième avec un pilleur d'épaves paganes de ma famille du nord du Léon, du pays Pagane en Bretagne, en couverture. Et la troisième avec mon grand-père paternel Android, qui déclarait que l'aspiration au communisme n'était pas récente, mais c'était la vieille tradition de la communauté perdue du communisme primitif qu'on retrouvait chez les Celtes archaïques, germaniques et gréco-romains de l'Antiquité. Oui, alors effectivement, Jean-Pierre Tillenon, nous évoquons avec vous une période extrêmement politisée où le discours était profondément militant et en prise directe avec les événements de la rue et les manifestations et l'ébullition ambiante. Mais comment pourriez-vous aujourd'hui nous parler du rapport au discours, à la rhétorique, et vous, en tant que Celte, à l'inspiration? Pour parler donc d'Henri Leclerc, ce qui le singularisait, à mon avis, moi je ne suis pas de la profession, moi je fais un travail artistique et non pas juridique, il arrivait donc, comme je l'ai dit, par complémentarité, à associer une parfaite connaissance du droit pénal, qui lui servait d'assise, de base, de socle, à sa rhétorique et à sa capacité de persuader, d'impacter les tribunaux par son verbe et sa parole humaine, car il avait cette faculté très humaine du discours inspiré. Voilà.
Euh, C'est-à-dire qu'il jouait parfaitement du violon, mais ce n'était pas vraiment du violon, car ce qui caractérise le violon, c'est qu'il est creux. Et Henri Leclerc était bien rempli par sa connaissance en tant que pénaliste du droit français. Alors si je puis me permettre, dans la tradition indo-européenne et celte qui nous caractérise à Carvreis, il s'agit pour l'être humain de savoir faire le vide pour être non pas creux, mais devenir une caisse de résonance. On peut dire que la caisse de résonance était le tribunal à ce moment-là. Moi, je l'ai vu plaider au procès du FLB donc en juillet 1978. Et effectivement, ça résonnait de sa personnalité. Il était avec l'époque avec Jean-Pierre Mignard et Jan Schuck. Jan Schuck, excellent avocat bretonnant, qui a été créateur de Sao Breis, que j'ai connu il y a aussi beaucoup, dans 1966 à Carvreis, et qui d'ailleurs a été décoré de l'ordre de l'Hermine pour ses services rendus à la cause des autonomistes bretons. Ce qui était parfaitement bien synchronisé avec l'idéal humaniste d'Henri Leclerc et Jean-Pierre Mignard. Moi, j'avais eu affaire à eux dans les années donc 70, pendant toute cette ébullition militante, car Henri Leclerc était pas seulement un avocat à fonction idéale juridique, mais aussi un militant politique. C'était un homme de gauche, socialiste, et il fut à l'époque, dans ces années mouvementées, l'avocat des gauchistes, qu'on appelle les gauchistes qui rêvaient du paradis sur terre, comme je dis. Et maintenant, j'en suis revenu, moi, évidemment, grâce à la philosophie pratique, puisque l'expérience militante de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour certains, c'est de la philosophie active, pratique, qui permet d'évoluer et de dépasser les contradictions de manière dialectique, c'est-à-dire d'arriver à un idéal philosophique transcendant en dépassant les contradictions du monde politique ici-bas. C'est pour ça que j'ai symbolisé les statuts de l'association Carvreis par une pyramide à la base carrée aux quatre coins de extrême gauche, extrême droite, gauche, droite et centre. Et je qualifie l'idéal transcendant d'extrême centre étant le sommet de la pyramide, c'est-à-dire la grande Europe des peuples, modèle pour le monde, et la grande Europe fédérale, suite à une république fédérale française qui, par le fédéralisme, peut renaître du centralisme et du jacobinisme qui l'ont détruite. Malheureusement, aujourd'hui, on confond très souvent uniformité et unité. Pour faire l'union, il faut qu'il y ait des différences à unifier et non pas à uniformiser. C'est pourquoi notre monde, je pense, doit être diversifié et non pas uniformisé, comme le souhaitent les banquiers de Wall Street aujourd'hui, pour avoir des peuples atomisés et des individus hors sol, comme des plants de tomates, corvéables et manipulables à merci, comme des dents dévitalisées, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être déracinées une fois mortes, pour en faire une masse d'individus déracinés qui soient afro-maghrébins, asiatiques,
ou européens. Beaucoup de citoyens français sont aujourd'hui manipulés par l'idéal matérialiste uniquement des banquiers dans le monde de la marchandise qui est devenu une religion. La religion du mondialisme matérialiste.